conflit, en fait, ce qui est intéressant pour voir les choses positivement, c'est qu'il va nous mettre au défi. Il va nous mettre au défi, en tant que personne et en tant que chrétien, a fortiori, à cultiver, à mettre en pratique, à faire l'expérience d'un certain nombre de vertus, la connaissance de soi, l'estime de soi, l'amour de soi aussi. Dévoyer cette partie, enfin ce morceau de la prière scout, à donner sans compter, enfin un esprit un peu sacrificiel. Alors, en attendant que les suivants se connectent, je vais introduire cette conférence. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et puis, je présenterai Arnaud juste après. Juste un petit mot sur le RASO. Si vous êtes là, c'est que vous avez sans doute au moins entendu parler du RASO et peut-être un peu plus. Donc, le RASO, c'est une association qui vise à accompagner les anciens scouts et guides d'Europe et les aînés, notamment dans le rayonnement de la cité et pour que on puisse vivre notre promesse scout en dehors du seul mouvement du scoutisme. Et les sujets autour de la vie professionnelle sont là pour nous aider à vivre en fait de notre scoutisme, de la loi scout en entreprise, au travail plus généralement. Voilà, et vous avez tout le programme des conférences sur le site, disponible donc sur inscription comme vous l'avez fait. Et Arnaud Dubélec qui est avec nous ce soir est intervenu précédemment sur la notion de prise de risque et de décision. Contexte de crise et prise de risque, quel décideur suis-je? C'était le thème de la conférence précédente. Et ce soir, donc, gérer les conflits en entreprise, faut-il tendre l'autre joue? Et Arnaud interviendra pour une troisième conférence dont on parlera tout à l'heure rapidement pour clôturer cette conférence ce soir. Arnaud, merci beaucoup d'être avec C'est bien. nous et de nous faire profiter de votre expérience et de votre expertise. Donc Arnaud, vous êtes ancien scout, ancien militaire, vous êtes coach professionnel certifié et vous avez monté un cabinet de conseil qui s'appelle Authentim, cabinet de conseil en management et accompagnement individuel et collectif au travers du coaching, mais aussi de séminaires outdoor pour les entreprises. Et vous êtes dans le sud, Arnaud, c'est ça, hein, Toulon? Voilà, dans le sud-est à Toulon. Très bien. Bah, merci de votre présence et vous nous avez passionné la dernière fois sur la notion de crise, de risque et de décision. Et ce soir, c'est un sujet qui est formulé de façon à nous faire un clin d'œil pour ceux qui sont familiers de l'Évangile, avec cette idée que le chrétien tend l'autre joue quand il prend un coup sur l'une. Euh, voilà. Comment est-ce que ça s'applique ou pas dans le monde professionnel et comment est-ce que en tant que chrétien et en tant que euh, ancien scout, on peut vivre ce qui nous arrive à tous dans le monde de l'entreprise, à savoir des petits ou grands conflits. Arnaud, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Lucie. Alors, je vais passer sur la présentation. Si vous pouvez juste me confirmer que ça se réaffiche bien. Oui, ça s'affiche bien et j'ajoute juste un mot pour les participants. N'hésitez pas à poser vos questions, même au fil de l'eau dans le chat. Ça me permettra d'en prendre connaissance et voir si c'est pertinent de les poser à Arnaud tout de suite ou pour la fin. Mais en tout cas, ne vous bridez pas en cours de conférence. C'est moi qui vois le chat, donc ça ne perturbera pas notre conférencier. Oui, Allez-y, effectivement, Arnaud. je suis aveugle, je vois pas les questions, je vois même pas le retour vidéo. Donc voilà, je ne suis que sur la présentation. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions qui émergent. Bonsoir à tous nos auditeurs. Très heureux de passer cette soirée avec vous. Je crois que c'est le quatrième webinaire que je fais au total depuis 1 an et demi. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir ce petit moment voilà, de partage scout autour de sujets moi, qui me passionnent. Donc ce soir, gérer les conflits d'entreprise, faut-il tendre l'autre joue? Un titre aguicheur, un peu provoque, auquel on va essayer de répondre, même si dans le laps de temps qu'on a, c'est évidemment que ce ne sera évidemment qu'une esquisse.
mais en tout cas, essayer de vous donner quelques pistes de réflexion autour de cette question de la gestion des conflits en tant que chrétien, en fait, en tant qu'ancien de coûte, en tant que chrétien et adepte de l'Évangile. Quelques temps de présentation, on partira sur un constat assez général. On s'approchera de la notion de conflit un peu plus, en essayant de voir de quoi on parle un peu plus précisément. On parlera des différentes positions qu'on peut avoir dans la relation, de façon assez schématique, comment on se positionne vis-à-vis de l'autre. On évoquera les vertus que le conflit nous invite à pratiquer particulièrement et à mettre voilà, en exergue dans nos relations professionnelles. On parlera de pistes intéressantes à suivre et puis des impasses à éviter. Voilà, voilà un peu le menu pour ce soir. Et voilà, les questions, on en a parlé. Là, en fait, je voudrais quand même introduire avant de me présenter un peu plus. Euh, je ne me positionnerai pas en homme d'église que je ne suis pas, je ne ferai pas d'exégèse, donc je rebondis sur cette phrase d'évangile qui, à titre personnel, qui m'a toujours aussi interpellé, mais comme je pense, comme chacun d'entre vous. Mais voilà, l'axe va être avant tout professionnel. C'est des réflexions que moi j'ai menées en préparant ce topo, euh, en basant sur qui je suis. Donc c'est assez subjectif, donc ce n'est pas parole d'évangile, sans mauvais jeu de mots. Et c'est voilà, tiré d'expériences que j'ai vécues en tant que manager, en tant qu'acteur dans des systèmes d'organisation, soit des choses dont j'ai été témoin, soit des choses que j'ai vécues moi-même, des conflits que j'ai pu expérimenter. Et puis, tiré aussi de ce que j'observe en tant que coach et formateur dans les entreprises maintenant, avec voilà, un prisme un peu extérieur, et puis une immersion forcément temporaire dans les organisations dans lesquelles on sert. Voilà, troisième source je dirais, troisième fondement pour ces réflexions que je vous propose ce soir. Mais je n'ai pas de col romain, donc ne vous méprenez pas. Voilà. Et je pense que ce serait intéressant d'ailleurs de faire un duo un jour, si on réédite le sujet, avec voilà, un homme d'église, un prêtre qui va avoir cette lecture évangélique aussi. C'est un appel du pied, Lucie. Voilà, quelques présentations en deux mots. Donc moi, j'ai un passé dans l'armée de terre, dans les chasseurs alpins en tant qu'officier. J'ai commencé ma vie professionnelle par cette vie passionnante de terrain et d'humain. Ensuite, je suis parti au bout d'une dizaine d'années de service dans le transport de voyageurs, donc ouais, dans les bus et les cars, dans les sociétés voilà, d'exploitation de services, donc beaucoup de management et d'humain, encore une fois. Et puis, en 2018, j'ai lancé Autantim, donc une société de conseil en management voilà, qui propose des actions pour aider les entreprises et les organisations à solutionner leurs enjeux RH et à les accompagner. Donc, on s'adresse à la fois à des équipes de travail, des équipes constituées, et à la fois à des managers qui viennent se former au leadership. Voilà, sous forme de choses un petit peu exotiques, comme vous le voyez là, et aussi d'actions un peu plus classiques en entreprise, alors soit sur le site de l'entreprise, soit dans voilà, des formats d'intervention un peu plus indoor. Voilà, on n'est pas que sur le terrain, on combine les deux. Voilà, et on travaille avec des dirigeants, on travaille avec des équipes type start-up, des équipes de sport, comme vous voyez là. Voilà, on est dans beaucoup de secteurs différents. Donc, je précise ça parce que voilà, dans l'énergie, beaucoup, un peu avec l'armée, dans des PME, dans des grands groupes. Donc, en fait, c'est une des grandes richesses de ce métier qu'on vit à Cotentin, c'est qu'on a un spectre très très large en fait finalement d'expérience. On est témoin de beaucoup de choses très différentes, de cultures très différentes d'entreprises. Et donc, pour le sujet qui nous occupe, finalement, on s'aperçoit que quel que soit le métier, quelle que soit la taille d'entreprise, quels que soient les facteurs divers et variés, l'être humain reste l'être humain et parfois il arrive à dépasser ses conflits, parfois il bute un peu dessus. Donc ça aide un petit peu à l'esprit humain. Voilà un petit peu pour l'introduction. Alors un premier constat, on va répondre un peu, renvoyer un peu sur ces petites icônes qu'on a à gauche. Constat, c'est que dans toute organisation, alors j'entends tout système humain en fait qui est appelé à vivre ensemble, à produire quelque chose ensemble, parce qu'on est dans une interrogation professionnelle, mais c'est vrai aussi voilà, dans un cadre aussi bénévole, hein, pourquoi pas un conseil paroissial par exemple, une copropriété d'immeubles ou autre. Bah, dans toute organisation humaine, on va avoir des personnes qui sont forcément différentes. On n'est pas des clones. Et toute personne étant différente perçoit les choses, perçoit le monde en fait avec sa propre façon.
très subjectif, très individuel. Et donc, pour une même réalité, hein, c'est l'image de ce petit icône entre le 6 et le 9, pour une même réalité, on peut avoir deux personnes qui ne comprennent pas que l'autre ne, finalement ne voit pas la même chose, ne considère pas la réalité de la même façon. Donc, c'est un petit peu une image euh, un peu binaire de ce que peut être un conflit. Mais globalement, on retrouve à peu près ça dans tout conflit. C'est une question souvent de perception. Après, il y a d'autres phénomènes, mécanismes qu'on va décrire qui peuvent se greffer ou qui peuvent en être l'amorce. Euh, voilà. Et donc, différence de perception, incompréhension, incapacité au moins initiale à se mettre à la place de l'autre et à essayer de comprendre pourquoi lui il voit un 6 et pourquoi moi je vois un 9. Et donc, on peut avoir un point d'accroche et parfois voilà, des conflits qui s'enveniment. Donc voilà, soit on dépasse le conflit, soit on arrive à deux, parce que c'est bien une affaire collective, à deux ou à plusieurs évidemment, mais généralement on est au moins deux pour entrer en conflit, enfin, il faut le souhaiter. Soit on le dépasse, soit on fait en sorte, malgré nous ou intentionnellement, d'en faire une crise, de le laisser dégénérer. Deuxième aspect, c'est qu'une organisation, un système humain est soumis à des pressions internes, des pressions externes. Pression externe, bah, de pression de l'environnement, hein, la conjoncture, des cycles économiques, par exemple, de l'inflation, de la guerre en Ukraine. Mais tout ça a des répercussions, en fait, quelle que soit l'échelle des événements, a des répercussions sur les organisations. Et en interne, bien sûr, bah, du turnover, une crise sociale, voilà, on peut citer beaucoup de choses, mais en interne également, on va avoir finalement des remous qui vont générer bah, voilà, de l'incertitude, du stress, de l'inconfort, des peurs, de l'insécurité potentiellement, et donc finalement des mécanismes de repli sur soi ou d'un petit peu moins de volonté de se mettre à la place de l'autre, et déjà de préserver sa propre sécurité. Et ça aussi, c'est une source importante de conflictualité. On a aussi voilà, l'homme avec un grand H, ça ne concerne pas que les hommes en tant que tels, mais voilà, on a un ego et on a parfois des jeux de pouvoir qui s'installent. Dans une organisation, c'est induit dans le nom, hein. On a voilà, c'est organisé, donc il y a des structures de pouvoir, il y a des structures de responsabilité, et qui dit pouvoir dit parfois déviance autour je dirais, d'une certaine captation de cette, voilà, de ce levier qu'on a sur les autres, avec la notion voilà, d'ego, d'intérêt personnel. Et ça aussi, quelqu'un qui n'est pas mature avec ça, qui n'est pas à l'aise ou qui verse un peu dans un dévoiement du pouvoir, plutôt de l'autorité qui lui est confiée, eh bien, on peut avoir effectivement des conflits qui émergent euh, en raison de cet aspect-là. Et puis, dernier aspect qui, pour le coup, est une dynamique collective, c'est le phénomène du bouc émissaire, hein, voilà, qui est assez connu généralement. En fait, c'est le fait de désigner un bouc émissaire quand il y a une problématique. Quand le groupe rencontre une difficulté, un mécanisme très naturel, c'est que le groupe va identifier une personne croyant que c'est la solution, que son départ sera la solution, ou alors que son accusation sera une sorte de catharsis pour régler le problème. Évidemment, c'est un leurre. Et donc, bah, si on est bouc émissaire, évidemment, on est en situation de conflit potentiellement voilà, risquée, voire dangereuse. Donc, c'est une autre source pour le coup, beaucoup plus systémique, hein, et beaucoup plus collective de conflits potentiels. Voilà, je voulais un petit peu, alors c'est peut-être pas une liste exhaustive, mais en tout cas, ça, c'est ce qui me semble euh, être un certain nombre de facteurs qui nous amènent à parfois vivre des choses difficiles en organisation, en entreprise. Voilà, alors je voudrais vous proposer tout simplement alors sans regarder ce qui est écrit avant, si vous êtes un petit peu en deuxième temps, mais voilà, pour vous, qu'est-ce qu'un conflit? Comment vous définiriez en quelques mots un conflit? Si vous voulez vous livrer au petit exercice dans les questions-réponses. Et puis on pourra peut-être faire une lecture, et je suis assez persuadé qu'avec les réponses qui arriveront, on va définir assez précisément la chose. Alors, pour ceux qui veulent s'y essayer, vous pouvez l'écrire dans le chat et je me ferai le relais de vos propositions. On peut essayer de faire ça sans dictionnaire, sans Wikipédia, sans Google. Faire appel à son expérience ou à sa connaissance du sujet si vous êtes penché sur la question un peu plus profondément.
Moi, je veux bien commencer, Arnaud. Oui, J'ai deux mots qui me viennent, crise, crispation relationnelle. ouais. Et j'ajouterais avec l'impression de part et d'autre euh, qu'on est dans une impasse, que c'est insoluble. Oui. Laurent nous propose tension entre les membres de l'équipe, critique exagérée, remise en cause systématique des décisions, mauvais esprit. Mhm. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je ne vois pas la fenêtre, encore une fois. Merci en tout cas à tous les deux. S'il n'y a pas d'autres éléments de réponse. Donc voilà, crise, passion, rationnelle, tension, ça se rejoint. En fait, il y a une tension, il y a un inconfort, voire une souffrance en fait, dans le conflit, hein. Ça, c'est le premier aspect qu'on a tous expérimenté et on le revivra tous après ce webinaire un jour ou l'autre. Et puis, bah, dans les cas les plus épineux, souvent, on ne sait pas comment s'en sortir. Et souvent, on va faire appel à une tierce personne, à quelqu'un qui peut nous éclairer ou qui peut servir de médiateur d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un peu effectivement les deux aspects. Et puis, bah, parfois, ça peut même être assez explosif, hein, avec la notion de crise ouverte. Euh, voilà, mais là on est je dirais, dans des formes presque excessives ou très abouties du conflit. L'invitation aussi avec ce petit exercice, c'est de vous dire que le conflit, c'est pas nécessairement déjà, enfin, c'est pas uniquement quand on est à ce stade-là, c'est déjà quand il y a cette différence de point de vue. Et c'est pas forcément grave en soi non plus d'avoir ces divergences et d'avoir ces discussions, en fait. Ces discussions divergentes initialement, et puis pour co-construire une vision voilà, plus complète, en fait, de la réalité, de par un échange très constructif. Euh, voilà, donc soit on arrive effectivement à en faire quelque chose de beau et de grand et de porteur, soit pour X raisons, on va vers une certaine désescalade pour aller sur ces symptômes en fait de crise, d'inconfort, voire de souffrance aiguë. Ouais. Alors pour compléter un peu ça, voilà, on a des conflits d'idées, hein, donc là, généralement, on est plutôt dans la joute verbale, oratoire et cérébrale. Donc souvent, on peut en rester quand même à des choses assez sereines, des conflits d'intérêts. Voilà, on a finalement des dynamiques qui s'entrecroisent. On va vouloir allier deux dimensions qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça s'entend sur le plan juridique, mais aussi sur potentiellement d'autres dimensions. Et puis des conflits de personnes sur lesquels on va s'arrêter un petit peu plus. La réalité, c'est qu'on est tous confrontés potentiellement à cette réalité de conflit et que c'est un phénomène multifactoriel comme on l'a vu précédemment. Voilà, dans les conflits rationnels, on peut distinguer sous trois catégories: conflit interpersonnel, conflit hiérarchique et conflit avec le groupe. Interpersonnel, voilà, avec des personnes, collègues ou en tout cas des personnes avec qui j'interagis sans lien hiérarchique particulier, mais avec qui je peux avoir des divergences. Conflit hiérarchique, alors c'est vers le N+1 ou alors vers mon N-1 éventuellement. Mais en tout cas, dans le conflit, il y a une notion il y a l'existence d'une hiérarchie, voilà, d'une répartition de rôles. Et donc, ça peut venir compliquer cette dimension de conflit. Et puis, conflit avec le groupe, bon, c'est un petit peu en lien potentiellement avec le bouc émissaire, mais voilà, ça peut dépasser aussi ce contexte-là. Et donc là, on se reconnaît plus, en fait, on ne se voit plus appartenir au groupe quelque part. Et ce qui peut représenter aussi une souffrance très importante lorsque ce n'est pas solutionné. Donc voilà, comment, en tant que chrétien, on peut vivre ces réalités presque quotidiennes parfois, pour certains contextes. Déjà, il y a un premier point de vigilance, en tout cas d'attention. Lorsque j'ai une relation difficile avec quelqu'un, c'est de m'interroger en prenant du recul voilà, en essayant de penser la relation que je suis en train de vivre avec un tel ou une telle.
c'est de me poser la question suivante, est-ce que c'est une relation descendante? Est-ce que c'est une relation déséquilibrée, voire nocive? Ou est-ce que c'est une relation horizontale, paritaire, constructive, d'adulte à adulte? Donc une relation descendante, ça va être une relation où finalement la parole de l'un va avoir plus d'importance que la parole de l'autre. Alors, encore une fois, j'ai mis descendante, mais ça peut être ascendante. On peut le prendre dans les deux. Est-ce que moi, je me positionne de façon équilibrée avec la personne ou est-ce que je l'infantilise un peu dans ma façon d'être ou dans ma façon de dire, ou les deux? Euh, la relation, est-ce qu'elle est déséquilibrée, voire nocive? Voilà, est-ce que dans la relation, j'ai ma liberté? Ou est-ce que j'empêche l'autre de l'avoir? Et est-ce qu'on peut se dire que dans la relation, on est deux et il y a un persécuteur et une victime? Voilà. Et est-ce qu'on a ces deux identités qui émergent ou pas? Auquel cas, si c'est ouais, c'est le cas, c'est pas forcément très sain et c'est à rééquilibrer. Et puis, voilà, ça c'est je dirais l'équilibre à rechercher dans la relation, c'est d'avoir une relation horizontale, paritaire, d'adulte à adulte, responsable. C'est-à-dire que voilà, je suis de personne à personne. Je crois que la personne en face est de bonne foi, alors, à compter qu'elle le soit, évidemment. On a des personnes parfois qui ne sont pas constructives, qui peuvent être dans une attitude nocive, hein. Donc là, on est dans le cas du dessus. On va y revenir un peu après. Mais voilà, si on veut résoudre vraiment un conflit, il faut être dans cette troisième étape, enfin dans cette troisième catégorie de relation, cette troisième équilibre, vraiment de parité et de co-responsabilité pour dépasser ce conflit. Si on n'a pas ces conditions-là, on risque quand même de ramer. Euh, voilà. Soit de fournir tous les efforts, soit si on est dans l'autre bord, eh bien, sans nous en rendre compte ou pas, eh bien, de freiner l'avancée de la relation et de la résolution du conflit. Euh, le conflit, en fait, ce qui est intéressant pour voir les choses positivement, c'est qu'il va nous mettre au défi. Il va nous mettre au défi, en tant que personne et en tant que chrétien, a fortiori, à cultiver, à mettre en pratique, à faire l'expérience d'un certain nombre de vertus. Le conflit, en fait, ce qui est intéressant pour voir les choses positivement, c'est qu'il va nous mettre au défi. Il va nous mettre au défi, en tant que personne et en tant que chrétien, a fortiori, à cultiver, à mettre en pratique, à faire l'expérience d'un certain nombre de vertus. Je vais commencer par la vertu de patience. Oui, c'est difficile et ça demande de la patience d'accepter l'autre, d'accepter qu'il ne pense pas comme moi, d'accepter que peut-être finalement il a raison et de s'en rendre compte petit à petit, et aussi voilà, d'accepter que la personne vit des émotions, parfois qui peuvent être très visibles, éruptives, peut-être qui peuvent entacher aussi la qualité de la relation. Et donc, avec patience, d'accepter ça. Voilà, pour un premier temps. Ça va un peu de pair avec la maîtrise de soi. Donc, voilà, est-ce que moi je suis, lorsque voilà, je pose mon sujet délicat avec mon alter ego, est-ce que je suis dans un état émotionnel plutôt stable? Est-ce que j'ai pris le temps de m'y mettre ou voilà, est-ce que j'ai laissé le temps couler pour redescendre dans des émotions qui me permettent de construire? Euh, ou bien est-ce que voilà, est-ce que je suis pas disposé? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Voilà. Donc ça c'est et puis si j'ai voilà une émotion de colère qui monte en moi par rapport à ce que me dit l'autre, eh bien comment je l'identifie et comment j'arrive à la maîtriser, à l'évacuer, peut-être à la nommer en présence de la personne, pourquoi pas, ce qui permet voilà je dirais de la désenfler, de la faire revenir à un état un peu plus normal. Et puis voilà, ne pas réagir à chaud. Alors, c'est un petit peu une banalité de dire ça, mais c'est tellement vrai. Voilà, la question de la temporalité de l'échange. Donc c'est maîtrise de soi et connaissance de soi aussi. Je pense qu'on pourrait ajouter ça. Alors, c'est pas une vertu en tant que telle, mais humilité. Alors une humilité qui va nous permettre d'accepter que l'autre a quelque chose à nous dire, que l'autre a quelque chose à nous communiquer qui peut être intéressant pour que je grandisse. La capacité à entendre, tout simplement, à laisser les mots venir en moi, puis à écouter au sens de faire quelque chose de ces mots, en fait. Voilà, d'avoir une écoute dite active et pour moi, qui va me permettre d'être proactif dans un changement. Donc, accepter que l'autre peut avoir des choses à me dire qui vont me faire grandir. Euh, et à l'inverse, que moi, j'ai aussi peut-être des choses à lui dire de façon la plus constructive possible, mais
que je vais devoir avoir le courage de lui dire pour l'aider à grandir. Euh, voilà, et courage de dire non, courage parfois de monter au créneau pour se défendre soi avec, donc voilà, si vous êtes dans la justice, eh ben voilà, de pas laisser une situation nocive pour vous et d'avoir le courage de l'arrêter, de monter au créneau, voilà, de dire ce qu'il y a à dire, comme il le faut, mais de dire ce qu'il y a à dire. Et donc voilà, se défendre légitimement, en fait, de se respecter soi, tout simplement. Selon les personnalités et selon le nombre d'années qu'on a pu faire au scoutisme, ça peut être un sujet, ça, je pense. Voilà, je pense que c'est assez, voilà, c'est très lié à la personnalité, à l'éducation qu'on a eue, mais apprendre aussi à ne pas se faire marcher sur les pieds lorsque ce n'est pas juste. Voilà. Et puis même si c'est juste, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, c'est pas une façon de nous dire que ce qu'on fait peut être perfectible. Donc de mettre des limites, on va y revenir juste après, et de les mettre dès le début en fait. Justice, loyauté, voilà, esprit de justice, bah, encore une fois vis-à-vis de soi-même. Euh, on est une personne digne, donc on a le devoir de protéger cette propre dignité, notre propre dignité. Évidemment, si on est manager par exemple, ou si on est témoin de quelque chose, eh bien d'aider l'autre à faire de même pour lui. Euh, Lui ou elle, voilà. Honorer l'autre, eh ben, c'est aussi finalement respecter la dignité de l'autre, donc avoir un comportement compatible avec cela. Et puis, il y a aussi une question autour de qu'est-ce que je suis appelé à faire dans cette situation conflictuelle par rapport à la loyauté vis-à-vis de l'entreprise, en fait. Enfin, ça peut être aussi un prisme de réflexion si le sujet sur lequel vous divergez fortement eh bien, renvoie à ces dynamiques-là. Mais on est dans un cadre professionnel, on a forcément de près ou de loin un motif professionnel, en tout cas, ça peut être personnel, mais souvent c'est quand même lié au travail, en tout cas à la base. Et donc, quel est le lien entre ce sujet et ce qu'on doit à l'entreprise? Tous les deux finalement, parce que si on parle d'un conflit intra-entreprise, on est, euh, voilà, on est assujetti à honorer cette loyauté vis-à-vis de l'entreprise bah, à qui on appartient et qu'on doit faire grandir aussi. Voilà, les pistes. Alors, c'est un malheureux jeu de mots parce que j'aime bien la montagne. Non pas les pistes de ski, mais les pistes voilà, de dépassement de conflit. Poser des limites. Voilà, c'est le point que j'ai esquissé tout à l'heure. Euh, En fait, il y a un scénario qui peut être très très nocif, c'est des mauvaises habitudes, des noms qu'on n'a pas dit au bon moment, qu'on n'a pas dit tout de suite, et une relation déséquilibrée qui s'instaure, qui s'ancre de plus en plus, et qu'il est très difficile de rééquilibrer par la suite. Donc encore une fois, c'est dans un esprit ouais, de justice et d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, dans la relation. Est-ce que ce que je vis dans la relation avec cette personne est équilibré ou pas? Ou est-ce que on est comme une piste de ski pour le coup, en descendant? Voilà. Est-ce que la personne, de cette façon, me déconsidère ou me prive de ma liberté ou ne me laisse pas l'espace qui serait juste que j'ai dans le projet, ou etc. Et là, c'est vraiment de mettre des jalons. Et alors, ça ne veut pas dire voler dans les plumes, hein, c'est juste de dire des noms, tout simplement, de border la piste. Voilà, pour reprendre l'image. Euh, et si on les dit très tôt, et c'est très facile voilà, à rectifier le cas échéant. Parfois, les personnes pas nécessairement s'en rendent compte. Si on laisse filer le comportement euh, inadapté, inajusté, voire nocif, il est très difficile de le recadrer par la suite. Et c'est là où on peut avoir des conflits assez saignants. Voilà. Je vous partage une petite expérience quand j'étais en entreprise. Là, j'avais une collègue qui était une homologue qui bossait depuis plusieurs années avec un directeur qui était notre directeur commun, qui était très colérique. Euh, il avait 55 ans, peut-être un peu plus, et il ne maîtrisait pas ses émotions, son émotion de colère, de façon, euh, voilà, dans un cadre professionnel finalement assez scandaleuse en fait. C'était une grosse lacune managériale qu'il avait, et même humaine. Et donc, en réunion, une réunion sur deux, voilà,
il déployait toute sa colère sur cette personne-là qui était, en fait, depuis le début, qui avait toujours été un peu trop bon soldat, finalement, un peu trop bien élevé. Euh, et donc, à tel point elle est à moitié partie en dépression, etc. Donc, et elle a dû rectifier ça avec l'aide d'un tiers interne. Et ça a été très dur. Ça a été très dur parce que bon, la personne dont il était question, colérique, elle-même avait un chemin personnel à faire sur ce point-là. Donc, elle, euh, elle avait difficilement les moyens de recadrer tout de suite son comportement. C'était un travail de fond qu'elle devait faire. Mais voilà, il y avait eu un ancrage des habitudes de prise et une sorte de blanc-seing quasiment de la part de ce directeur voilà, qui réalisait pas vraiment, qui voulait pas voir l'impact de son comportement et qui avait jamais été confronté finalement par rapport à ça. Donc voilà, mettre des jalons et le plus tôt possible si vous sentez que ça dérape, que c'est pas juste. Voilà. Euh, Être au clair avec soi-même, regarde juste sur ses succès, ses échecs, ses talents, ses forces, ses limites. En fait, ça rejoint l'estime de soi. En fait, enfin, ça rejoint beaucoup de choses, hein, mais à la connaissance de soi, l'estime de soi, à l'amour de soi aussi. Si je suis au clair avec moi-même, au fond de moi, si je suis stable, je vais être capable d'entendre des choses qui me sont dites pour que je grandisse. À l'inverse, si je suis pas en sécurité par rapport à tout ça et si je suis pas suffisamment ancré, je vais mettre en place des mécanismes de défense très hermétiques qui vont m'empêcher voilà, d'entendre ce qu'on peut appeler des feedbacks de progrès, ou feedbacks négatifs, peu importe, mais voilà, des retours de collègues ou d'un chef qui sont là pour me faire grandir et qu'il faut que j'entende aussi. Donc c'est vraiment cet équilibre entre se respecter, se protéger d'une certaine façon dans un esprit de justice et en même temps être ouvert à bah, me prendre voilà, des gentils claques, quoi, voilà, des choses qui parfois sont un petit peu remuantes, mais dans le deuxième temps, on s'aperçoit très vite qu'elles nous permettent d'être plus forts, de grandir, d'être plus professionnels et puis d'être plus complets humainement. Voilà, un autre aspect, bon, dans les cas un peu critiques, hein, mais euh, voilà, avoir des points d'appui dans l'organisation. Si vous êtes seul au fond du couloir, si vous connaissez un jour une situation un peu conflictuelle, bah après, il y a ceux qui sont pour l'un et pour l'autre. Donc d'avoir, de constituer un réseau de confiance qui sera capable, s'il le faut, voilà, de rétablir, s'il le faut, cette justice dans un conflit que vous connaissez. Donc surtout ne pas s'isoler. Et c'est peut-être un sujet pour nous qui sommes dans le monde mais hors du monde. Parfois on a l'impression des ovnis, hein, donc voilà, mais au-delà de tout ce qu'on a de différent et pour nous ayant la foi de ce qu'on a en plus et de ce que les autres ne comprennent pas toujours, et bien au-delà de ça, d'aller rencontrer en profondeur des personnes avec qui on va pouvoir faire alliance en fait. Voilà. Et voilà, avoir, s'il le faut aussi, des alliés, des avocats, des personnes qui vont nous aider à rétablir une situation délicate, voire injuste. Voilà, ça c'est plus pour la résolution en tant que telle, vraiment faire décanter ce conflit, bah, c'est d'avoir une médiation interne, externe, une tierce personne un peu neutre, un peu en parallèle de l'organisation, euh, de trianguler en fait. Voilà. Personne qui va être là pour vous faire verbaliser l'un et l'autre, et puis dès lors qu'on met des mots, déjà ça désenfle beaucoup de choses, ça désavance beaucoup de choses. Euh, voilà, faire verbaliser les peurs aussi à l'autre, c'est-à-dire, mais là, quand tu me dis ça, je sens que tu es en colère, je sens que tu es crispé, mais qu'est-ce qui te fait peur dans cette hypothèse-là que moi je défends? Alors, ça nécessite un certain niveau ouais, de maturité de la relation, même si on est en conflit, on est quand même capable d'aller là-dessus, parce que ça peut être voilà, aussi un motif de blocage, hein, voilà, il faut le sentir, mais si vous arrivez à avoir un feu vert là-dessus, ça peut être très puissant aussi. Euh, Parce que souvent, quand il y a conflit, c'est qu'il y a des peurs derrière. Peur de perdre le pouvoir, peur de se faire licencier, peur de perdre le projet ou la prime ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est quand même souvent centré autour de ça. Donc arriver à faire nommer ses peurs. Et en cas d'environnement toxique, destructeur, on devait connaître le général Charette
héros des guerres de Vendée, et ben, il disait le salut est dans la fuite, notamment à la fin de ces combats où il était en minorité. Et voilà, parfois, le salut est dans la fuite. Parfois, il ne faut pas s'exposer inutilement à un environnement particulièrement toxique dans lequel on ne peut pas combattre en fait. On n'a pas les forces nécessaires pour combattre. Donc ça rejoint un peu la question des alliés en fait, et puis de la grille de valeur de l'organisation dans laquelle vous êtes. Voilà. Je mets mon col romain pour une seconde, mais voilà, prier pour son interlocuteur, bah, c'est très puissant, c'est une arme qu'on a que les autres n'ont pas toujours, pas forcément. Et déjà à pacifier son propre cœur avant de chercher à pacifier l'autre. Parce que si je suis en paix, je vais dégager cette paix. Je vais la communiquer, en tout cas potentiellement. Et les impasses, voilà, c'est dévoyer, enfin là, voilà, c'est un point de vue très personnel, mais il me semble que c'est dévoyer cette partie, enfin ce morceau de la prière scout à donner sans compter, enfin un esprit un peu sacrificiel qui voudrait qu'on est tous potentiellement appelés à être cités au martyrologe lors du canon de la messe, voilà, en gros de se laisser marcher dessus. Alors ça, bon, dans une certaine démarche spirituelle, ça peut avoir du sens, peut-être pour certains d'entre nous, mais je pense qu'ils sont assez rares et on n'est pas tous appelés à ça. Et il faut avoir une bonne assise humaine et spirituelle pour pouvoir le vivre. Donc je pense que ça peut être un grand risque de se dire, mais oui, mais c'est normal, nous les cathos, c'est normal qu'on se fasse marcher dessus, c'est notre vocation. Bah, moi, je pense pas. Mais bon, ça n'est que mon avis. Voilà, c'est un sujet qui peut prêter à débat et à discussion et il y a un sain conflit. Victimisation au syndrome de la persécution ou encore spiritualisation, là c'est un petit peu en lien, mais euh, voilà, c'est considéré qu'on est fait pour ça, encore une fois. On est fait pour ça et ça ne pose pas de problème. Donc en fait, c'est manquer de justice vis-à-vis de soi, il me semble, d'être dans cette posture-là. Et alors, une autre impasse un peu à l'opposé, c'est de se dire la meilleure défense, c'est l'attaque, et c'est finalement d'être dans cette posture conflictuelle et de passer en persécuteur. Voilà, et pour ceux qui voudraient creuser, alors je vais pas m'apesantir, mais dans tout ce que j'ai dit, vous voulez peut-être repérer si vous connaissez ce modèle-là du triangle de Karpman, triangle dramatique de Karpman, enfin, qui appartient à la théorie de l'analyse transactionnelle, hein, pour ceux qui veulent creuser, et qui décrit en fait ces trois positionnements, on va dire alternatifs. Ce ne sont pas des positionnements fixes qu'on peut avoir, qu'on a nécessairement, mais on va avoir un persécuteur, un bourreau qui va s'en prendre à une victime, et puis un sauveteur qui va venir, sans qu'on lui demande souvent, chercher à résoudre le conflit. Donc ce sont un peu des positionnements un peu déviants, un peu excessifs, voire très excessifs. Voilà, le persécuteur, ça parle tout seul. La victime, bah, c'est ouais, ce côté victimisation, et c'est en me positionnant comme victime que j'existe en fait. Et donc je cherche surtout pas à arrêter de me victimiser et de sortir de ce rôle. Et puis le sauveteur, voilà, il y a une notion un petit peu d'arrivisme et de comportement inapproprié ou d'aide donnée à mauvais escient, voilà, d'aide excessive. Et c'est par cette action de sauvetage que je conforte l'image que j'ai de moi, vis-à-vis de moi et vis-à-vis du groupe. Voilà, je voulais vous le présenter parce que vraiment, ouais, c'est une clé de lecture intéressante pour cette question des conflits si vous voulez creuser ce sujet. Voilà, on est terminé pour la partie briefing, mais je ne sais pas s'il y a quelques questions qui ont Merci émergé beaucoup, entre-temps. Arnaud. Merci, c'était très riche. Merci beaucoup. Euh, alors, les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat qui est à votre disposition. Et puis, moi, je vais ouvrir la séance de questions. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, Arnaud, de la communication non violente, qui est presque aujourd'hui, on va dire, presque un attendu dans les formations soft skills dont on peut bénéficier en entreprise? Est-ce que c'est une pommade par rapport à la résolution d'un conflit ou est-ce qu'il y a dedans les clés d'une solution de fond? Alors, moi, je considère que ce sont des bons outils, hein. Nous,
on les dispense, pas forcément sous ce vocable-là, mais on travaille beaucoup sur l'écoute active, sur la formulation, sur l'intention intérieure de faire grandir avant de s'exprimer, etc. Donc, pour moi, ce sont des bons outils qui, comme tout outil, nécessitent d'être bien maîtrisés, employés, musclés et revisités. Donc, ça ne fait pas tout, mais non, non, ce sont des choses intéressantes qui sont finalement presque assez naturelles, hein, mais, euh, mais voilà, ce sont des bons principes et des bonnes pratiques qu'on a parfois tendance à mettre de côté sous le coup de l'émotion, ou sous le coup de ce qui peut nous animer dans cette situation-là. Ouais. Donc, c'est intéressant d'avoir ces garde-fous. Ouais. Après, ça ne fait pas tout, parce que c'est déjà dans une relation, on est deux, donc on peut maîtriser parfaitement la CNV si l'autre est à des années-lumière de cet état d'esprit-là ou de cette intention-là, on va pas beaucoup avancer, ça va être compliqué. Donc voilà, et puis il y a tout l'environnement que je pouvais décrire plutôt au début du brief, sur lequel on va avoir plus ou moins de prise. Ouais. Donc, mais non, non, moi je recommande. Ouais. Et une autre question par rapport à ce que vous avez dit sur dire non au bon moment, poser les limites, poser les jalons. Oui. Est-ce qu'on se parle d'une relation toxique ou est-ce que dans toute relation professionnelle, euh, on doit avoir cette vigilance de poser les jalons, même quand on est dans une relation paritaire d'adulte à adulte, sans qu'il y ait personne qui soit déséquilibré ou toxique? Euh, Selon moi, l'idée de jalon, de limite ou de frontière, c'est pour garder un cadre sain s'il a tendance à dériver. Donc c'est plutôt le cas avec une personne soit un petit peu maladroite relationnellement, soit pas animée de si bonnes intentions. Lorsqu'on est, si on reprend l'expression d'adulte à adulte et dans voilà, une vraie intention de vivre une belle relation, je ne parlerai pas forcément de jalon, c'est plus, enfin, ce matin, je parlais à un dirigeant, là, ils sont deux co-dirigeants dans la boîte, et je lui disais à l'un des deux, voilà, vous êtes deux, il y a un impératif régulièrement de réguler votre relation, en fait. Donc, je parlais, comme si on a deux personnes responsables, on n'est pas nécessairement obligé de penser en termes de limites, de cadre un peu contraints, mais plus voilà, de rendez-vous réguliers pour relire la relation, en fait. Mm. Comme un couple, quoi. Exactement, exactement. Ouais, ouais, voilà, c'est comme lorsque deux personnes humaines ont quelque chose à dire ensemble, ouais. Que ce Mm. soit, que ce soit le cadre, ouais, il me semble. Euh, ouais, voilà, je sais pas si ça répond. Ok, si, 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 merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à chaud? Moi, j'en ai une dernière à mon compte. C'est est-ce que vous êtes amené à faire une forme de médiation? À titre individuel, enfin personnel ou individuel? Ouais, dans le cadre de votre activité pro. Alors, on a notamment un membre de l'équipe qui est médiateur lorsqu'on a des situations qui nécessitent son intervention. Voilà, après, c'est un cadre d'action où il y a une déontologie très, très cadrée. Le médiateur, il intervient vraiment de façon très indépendante, voilà, vraiment en électron très libre, pour justement garantir une confidentialité importante et incontournable auprès des deux parties. Ou plus de deux d'ailleurs parfois. Donc voilà, moi, à titre personnel, je ne suis pas formé à ça. En tout cas, voilà, pas pour l'exercer en tant que tel. Après, dans les coachings, on fait indirectement, comme Monsieur Jourdain, de la médiation sans le savoir. Voilà, on appelle ça plus un petit peu de la facilitation, voilà, entre deux systèmes qui ont du mal à se coordonner, entre deux personnes ou voilà, deux sous-groupes de personnes. Voilà, mais ouais, c'est un métier qui est de plus en plus cadré, reconnu. Voilà, pour info, parce que j'ai échangé pas mal avec ce collègue et qui me disait que la, comment dire, les magistrats en font de plus en plus usage, en fait. Référence de plus en plus de médiateurs, les cours d'appel, là, notamment, pour voilà, éviter d'aller à la décision voilà, d'aller devoir trancher si ça peut être résolu de façon un peu plus
un petit peu plus responsable. Voilà. Ok, merci. Laurent nous demande, est-ce que vous avez des exemples de résolution de conflits réussis? C'est une bonne question. J'en ai pas qui me viennent là. J'en ai pas qui viennent là, mais ça va peut-être me revenir en répondant aux autres questions. Pardon, Laurent. C'est la question. Euh, Bah, du coup, je prends la question suivante et puis si jamais Oui. ça vous inspire sur un exemple vécu, une question de Bruno. Comment gérer un conflit dans un cadre militaire ou de scoutisme où l'obéissance est la vertu quasi suprême? Je vais reprendre un mot en y ajoutant un préfixe, un mot que j'utilisais pas mal, mais l'obéissance, ça ne veut pas dire injustice ou désajustement. Euh, pour moi, c'est pas incompatible. Alors, pour essayer de répondre un peu plus précisément, mais dans l'armée, comment ça se règle? On a des conflits dans l'armée, hein. Alors, il y a les grades, etc. Donc, euh, ça passe parfois. Vous avez, je prends un exemple, un jeune, voilà, pas forcément réel, mais voilà, un jeune sous-officier qui a 1 an et demi de service, qui va faire une erreur avec des conséquences matérielles. Bon, son commandant d'unité veut le punir de façon assez sévère, assez exigeante pour un certain nombre de raisons. De là naît un conflit interpersonnel et c'est possible, hein, des gens qui parlent, qui se parlent un peu vertement, même dans l'armée, ça existe. Malgré les grades, et voilà, parce qu'on est humain, et donc ça peut passer par exemple par justement la médiation de ce qu'on appelle le président des sous-officiers ou voilà, des personnes qui sont là aussi, entre autres, pour ce genre de cas. Euh, donc oui, ça existe comme au scout, comme partout, que dans tout collectif en fait. Euh, et je pense pas que ce soit incompatible avec le fait de devoir respecter l'autorité en fait. Parce que tout chef qu'on est, on peut aussi faire des erreurs. Enfin, alors l'erreur peut-être peut venir d'un côté, de l'autre ou des deux, hein, mais un chef n'est pas exempt d'une mauvaise appréciation de la situation ou de laisser libre cours à des jugements pas si ajustés que ça. Et donc voilà, on peut avoir des situations qui nécessitent, même lorsqu'on est subordonné, de rétablir une certaine justice, ouais. Et je peux peut-être moi partir sur un exemple que j'ai vécu dans l'armée pour le coup. Pour essayer de faire très simple et synthétique, on m'avait confié une mission où les moyens qui m'avaient été conférés n'étaient pas adaptés à la volumétrie de la mission. En clair, encadrer 80 personnes pour un lieutenant et une équipe de 6 sergents, bon, pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, c'était disproportionné, c'était sous-dimensionné. Il y a eu un souci dans la section, un souci de comportement assez grave, ouais, voilà, assez grave, pas dramatique, mais assez grave dans la section. Et suite à ça, le chef de l'époque m'avait convoqué euh, et, à mon sens, avait voulu m'imposer une sanction qui ne prenait pas en compte ce contexte de départ. Et donc là, enfin, je suis allé au conflit, en tout cas verbalement, voilà, en laissant entendre que c'est pour ça que je suis assez animé par la question de la justice. Pardonnez-moi, mais voilà, j'ai vécu notamment cette expérience-là, mais je pense qu'on a le devoir, à un certain moment, de dire, bah, écoutez, non, ce que vous voulez m'imposer, ça me semble pas juste. Oui, il y a des choses à recadrer, mais là, c'est pas proportionné. Euh, donc voilà, je pense que ce serait dangereux en fait de se dire que dans c'est pareil, on peut évoquer aussi l'Église, hein, où la notion de hiérarchie est encore très présente. C'est très structuré, très codifié, peut-être même plus que l'armée parfois. Je pense que c'est pas sain de mettre le petit doigt sur la couture en taisant les problèmes, en fait. Ce ne sont que des bons retardements, hein. Et parfois, un chef, il a besoin de se prendre un bon recadrage de son subordonné, propre, hein, proprement amené, intelligemment, constructif, argumenté, mais le chef, il peut grandir grâce à son sub aussi, hein.
Du coup, je ne lis pas la suivante, mais Ah, vous voyez le chat là? oui. Ah oui. Oui, il Oui, y non, avait pardon. une demande de Non, précision. je sais plus ce que je racontais, mais oui, comme Monsieur Jourdain qui fait de la pro sans Mm. le savoir, enfin, c'était sur la médiation, je crois, non? Oui, 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 sur la Ouais, médiation sans le ouais, non, savoir. non, alors, c'était peut-être un peu rapide comme parallèle, pardon. J'ai Mm. pas voulu vous perdre, user. J'ai pas le Mm. temps. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie Arnaud pour Un cet plaisir. échange. Et puis, je vais faire un petit teasing là sur la suite. Euh, bon, vous savez que vous avez accès à toutes les conférences du RASO, y compris celles qui ne sont pas sur des thèmes d'ordre vie professionnelle, hein. Il y a aussi progression personnelle, couple, famille et vie spirituelle. Là, je vais vous partager les thèmes à venir sur la vie professionnelle. Le 23 septembre, nous avons un thème autour des soft skills pour performer en entreprise avec Maxence de la Fauchardière, qui est un professionnel des RH. Le 7 octobre, comment être un chrétien heureux et fécond au travail avec Jacques de Scorail, qui est le fondateur de Ecclesia RH. Vous aurez donc les présentations détaillées de ces intervenants sur le site du RASO. Et puis, le 18 novembre, avec vous, Arnaud, Génération X et Génération Z, quand les opposés cohabitent en entreprise. Euh, voilà, n'hésitez pas à revenir avec nous pour ces trois prochaines conférences, 23 septembre, 7 octobre et 18 novembre. Et vous avez, Arnaud, les remerciements des Merci beaucoup, c'est gentil. participants. C'est toujours très frustrant de ne pas vous voir. Je vois que des prénoms, mais Oui, voilà, c'est sûr. c'est l'exercice qui veut ça. Mais merci à vous de votre présence. Bah, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine en live avec Maxence de la Fouchardière, Jacques de Scorail ou Arnaud Dubellay. Bonne soirée à tous. Au À revoir. tous, merci aussi. À bientôt.